Pour tout savoir sur la création et l'utilisation des bombes atomiques, lisez mon livre L'atome comme arme, disponible sur Wiclap et Amazon via le lien en description et le QR code à l'écran. Pour acheter cet exemplaire dédicacé, envoyez un email à saladeguerra.com avec votre code postal afin que je calcule les frais de port. Je vois. Je vois. Ouais. Mince, vous avez vu ça aussi comme moi ici. On discutait aujourd'hui des moyens efficaces pour abattre des drones, n'est-ce pas? Des moyens bon marché, économiquement viables, pour abattre des drones en grande quantité. Et là-bas en Ukraine, les gars improvisent ce genre d'approche, soyons honnêtes ici, n'est-ce pas? Si tu enlèves l'arc et la flèche, ce que je crois qu'à ce jour, personne n'a encore abattu un drone avec une flèche, d'accord? Ou alors lancé une pierre sur le drone. Ça doit être la méthode la plus rudimentaire de toutes pour abattre un drone, non? Celui-ci, dans ce cas, est un Shahed russe, une version des Shaheds iraniens. Et tu sais quelle arme ce gaz utilise là? Cette arme est entrée en service il y a pas moins de 140 ans. Tu sais quelle arme c'est? C'est une Maxim, une mitrailleuse Maxim Gun, non? 1886. La première mitrailleuse automatique opérationnelle de l'histoire. Cette mitrailleuse créée par Hiram Maxim, un homme qui a ouvertement déclaré qu'il voulait qu'en gagner de l'argent. Son objectif était de gagner de l'argent. Gagner de l'argent en vendant des armes aux Européens, n'est-ce pas? Qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, étaient vraiment impatients d'étendre et d'élargir leur territoire dans de nombreuses directions. Ainsi en Asie et en Afrique notamment. Et une façon plus rapide de gagner des batailles, n'est-ce pas? Hiram Maxim lui-même a dit que tuer plus vite lui rapporterait beaucoup d'argent. Et qu'a-t-il fait? Il a pensé au modèle de mitrailleuse manuelle qui existait déjà, n'est-ce pas? La plus célèbre de ces mitrailleuses est la Gatling Gun, nord-américaine, utilisée à la toute fin de la guerre de sécession américaine, qui a ensuite été vendue dans le monde entier, n'est-ce pas? Il a pensé à une manière d'utiliser l'énergie dissipée à chaque tir de chaque projectile que cette mitrailleuse crachait. Et cette énergie, ces gaz qui étaient expulsés là, étaient tout simplement gaspillés dans l'atmosphère. Mais il a pensé à une façon de réutiliser ces gaz pour pouvoir actionner, à l'intérieur, un mécanisme qui, tout d'abord, éjectait cette cartouche utilisée. Et ensuite insérer la cartouche suivante dans l'arme, n'est-ce pas, pour être tiré. Et donc tout ce que l'opérateur avait à faire, c'était de garder le doigt sur la gâchette. C'est ça, le principe de l'arme automatique. Et pour finir, il fallait refroidir le canon, n'est-ce pas? Car beaucoup d'énergie circulait avec les tirs répétés. Il a mis un très grand tube, refroidi donc à l'eau, et donc cette arme pouvait atteindre l'impressionnant chiffre de 600 tirs par minute, ce qui équivaut à 60 bons soldats. Imagine ça. Remplacer 60 bons soldats par une seule arme, c'était un avantage indéniable, n'est-ce pas? Alors, Hiram Maxim a breveté ce concept en 1883, là à Londres. En 1884, il a présenté cette arme. Il l'a démontrée aux premiers militaires là-bas. Et en 1886, alors, finalement, ces armes sont entrées en service auprès des forces armées britanniques. Pour cela, il a dû s'associer à Albert Vickers, des industries Vickers, n'est-ce pas, de l'arsenal Vickers. Un des plus célèbres et plus grands du monde à l'époque, non? Alors, qu'a fait Maxim après avoir vendu cela aux Anglais? Comme je te l'ai dit, il voulait de l'argent. Il n'y avait pas de demi-mesure avec lui. Son affaire, c'était l'argent. Il s'est mis à vendre à tout le monde. Il avait le brevet, il avait maintenant un partenariat avec un grand industriel, et il s'est mis à vendre à tout le monde, Alors, il est arrivé en 1887 là-bas dans la Russie impériale, n'est-ce pas?
là-bas à Moscou, là-bas à Saint-Pétersbourg, qui en fait s'appelait Pétrograd à l'époque, d'accord? Alors il a vendu cette arme qu'il avait à la marine russe, la marine impériale russe, qui a acheté là un petit lot de 12 armes. Il voulait en vendre beaucoup plus, mais il en a vendu 12 aux Russes. Les Russes n'ont pas vu instantanément la valeur de cette nouveauté, de cette nouvelle arme. Mais tard, de nombreuses années après, en 1896, à la toute fin du XIXe siècle, la Russie se tourne de nouveau vers Maxime. Et cette fois, elle lui achète des centaines d'armes, atteignant finalement 300 armes, dans les premières années du XXe siècle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer, mec, en Russie, dans les premières années du XXe siècle? Les Russes vont s'engager dans une guerre contre le Japon, en 1904. Et cette guerre va finir par être très préjudiciable pour la Russie, militairement et politiquement, parce que le Japon va vaincre la Russie en 1905. Mais dans cet intervalle, n'est-ce pas d'augmenter la production d'armement du pays et aussi d'essayer de renouveler l'arsenal russe. Après la défaite, le tsar autorise l'achat de la licence de fabrication de la Maxim et commence à fabriquer la mitrailleuse à l'arsenal de Toula, à partir de 1905, n'est-ce pas? Et puis, en 1908, les Russes voient apparaître un officier appelé Sokolov. Il crée un support, une sorte de chariot à 2 roues, pour déplacer cette arme, cette Maxim, qui était une arme assez lourde, n'est-ce pas? Et donc ce montage Sokolov a alors commencé à être utilisé et l'est encore aujourd'hui, y compris dans ses versions dérivées et, dans certains cas, même dans sa version originale. Le montage Sokolov, d'ailleurs, pouvait être équipé d'un bouclier à l'avant pour protéger les servants de l'arme, et ce bouclier était amovible, d'accord? Les Russes ne se sont pas arrêtés là, ils ne se sont pas contentés de fabriquer simplement l'arme, parce que seulement 5 ans plus tard, en 1910, ils ont créé la Pouliemio Maxima M, 1910, c'est-à-dire la Maxime lourde, 1910. Ils ont élargi, n'est-ce pas, le calibre de l'arme, passant du 6,5 original à 7,62 par 54 mm. Et ils ont commencé à fabriquer cette arme à partir de 1910 en arrêtant la production en 1939 avec environ 170 000 à 180 000 armes fabriquées. Cependant, lorsque les Allemands ont envahi l'Union soviétique, n'est-ce pas, en juin 1941, tout ce qu'ils avaient en sous la main devait être envoyé en première ligne, y compris la chaîne de montage, tout l'outillage déjà prêt, de la vieille Maxime de 1910. Donc la production a été relancée en 1941 et ne s'est arrêtée qu'en 1945. Atteignant un total impressionnant de 600 000 armes fabriquées jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas? Et puis, l'arme, bien sûr, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, elle est déjà particulièrement datée. Ainsi, il n'y a rien qui justifie encore l'utilisation de cette arme. En première ligne, de nouvelles technologies ont déjà été mises en œuvre et éprouvées sur le champ de bataille. Alors ces 600 000 armes vont être mises en réserve, n'est-ce pas? Elles vont servir à l'entraînement, à la seconde ligne ou à la réserve, c'est bien ça? Mais qu'est-ce qui va se passer? Personne ne jette 600 000 armes comme ça. Et mec, elle a servi individuellement dans plusieurs conflits à la fin du XXe siècle là-bas. Et maintenant, en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, tu vois, qui est le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Les deux camps ont recommencé à utiliser la Maxime. Tu peux imaginer ça? Plus de 100 ans, plus d'un siècle après la création de cette arme, elle revient sur le champ de bataille moderne. Pourquoi? Parce qu'elle est bon marché, elle est fiable et elle fonctionne vraiment, mec. Elle est précise, elle remplit son rôle plus d'un siècle après sa création. Donc on a vu aussi bien des unités russes que des unités ukrainiennes utiliser la Maxime de différentes manières, avec divers usages de la Maxime. Il y a des gens qui ont adapté un viseur à point rouge, tu sais, un viseur, cette petite lunette avec le point rouge, tu vois de quoi je parle, pour pouvoir l'utiliser avec la mitrailleuse du 19e siècle. Et d'ailleurs, il existe un enregistrement du 7 septembre 2025 dans le ciel de Kiev, qu'un opérateur ukrainien a réussi, avec une Maxima, à abattre un missile de croisière russe Kh-69, oui, ce missile que vous voyez là,
abattus avec une Maxima. Bien sûr, ça, c'est un cas parmi, je ne sais pas, des centaines ou des milliers de tentatives avec ce type d'arme pour abattre un véhicule aérien à grande vitesse. Ce n'est pas une procédure standard. Mais regardez, et pour abattre un véhicule aérien à basse vitesse et à faible coût, comme le Shahed, le Shahed ne vole même pas à environ 200 km par heure, je crois qu'il vole à 180 km par heure. Donc c'est considéré comme une cible lente. Qui vole basse d'ailleurs, il doit voler bas pour éviter les radars. Donc tu as ce petit avion qui vole lentement à basse altitude. Ça c'est parfait pour l'ingéniosité autour de la Maxime, n'est-ce pas? Alors les Ukrainiens, ces petites unités d'artillerie antiaérienne qui se placent dans des endroits isolés, ont fait ce montage que tu vois là, double, de Maxime sur le plateau d'un pick-up. Et comme vous le voyez là, ils l'utilisent pour abattre des drones Shahed avec une arme qui existe depuis 140 ans. Et de façon efficace. Bien sûr, c'est assez difficile de faire ça la nuit, mais pendant la journée, il me semble que ça reste très utile là-bas. Alors, tu le savais déjà? Tu te rendais compte qu'une arme vieille de 140 ans, quand même, était toujours en première ligne dans la guerre en Ukraine et probablement dans d'autres endroits du monde qu'on ne connaît même pas encore? Dis-nous dans les commentaires. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mets-nous aussi un pouce bleu, parce qu'on le mérite. Et n'oublie pas de t'abonner à Salah de Guerra pour ne rien rater. Je vais m'arrêter là, je te remercie encore pour ton audience et une grosse accolade de la part de Salah de Guerra.